confiance, on va faire ça comme il faut. Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Il est avocat, docteur en droit, chroniqueur et on va aborder des sujets, oui, qui parlent d'actualité judiciaire, mais aussi l'actualité politique. C'est immanquable. Frédéric Bérard, salut. Salutations. On va commencer avec un détour par Terrebonne, la circonscription fédérale de Terrebonne qui a fait la manchette depuis la dernière semaine avec les résultats du recomptage judiciaire, le dénouement, victoire de la candidate libérale Tatiana Auguste par une seule voix. Bon, là, il y a eu des histoires finalement d'électeurs qui n'ont pas été capables de voter par la poste. Il y a eu un recomptage déjà, on veut contester. Certains disent déjà on devrait recommencer cette élection. Qu'est-ce que tu penses de ce chapitre à Terrebonne? Aïe, 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 hein? Pour la prochaine fois, là, quand on se dira, je sais pas si ça vaut la peine d'aller voter, je sais qu'il y en a plusieurs qui se posent la question parfois, ben là, on le voit, hein, ça vaut quand même pas mal la peine. Quand on dit que chaque vote compte, ce n'est pas une blague, c'est tout à fait sérieux. Ceci dit, on est rendu au 3e recomptage. Il y en a eu 3, en fait 2 politiques, si je peux dire ça comme ça. Et le 3e judiciaire, hein, c'est prévu par la loi électorale du Canada. Quand il y a un résultat qui est très serré, il y a un recomptage qui est automatique. J'ai entendu dire, certains disent, ben c'est sûr, les juges sont nommés par l'île Ottawa, donc ils ont un billet favorable aux libéraux. C'est absolument n'importe quoi, là, parce que les candidats sont là, les 2 candidates y étaient, avec chacune 2 avocats qui regardent le juge compter les votes comme on comptait des billes quand on était des enfants au parc. Un exercice ultra fastidieux, mais ils sont capables de tenir le décompte. Donc, effectivement, oui, il y avait une seule voix qui séparait la libérale de la bloquiste, mais là arrivent les autres allégations sur peut-être ce qui pourrait être des irrégularités. Je dirais pas malversation, parce que je pense que tout le monde était de bonne foi. Mais reste donc est-ce que ceci est suffisant pour recommencer l'élection? Là, franchement, je pense que ce sera au tribunal de déterminer tout ça. Il devrait y avoir une requête à cet effet-là, à mon sens. Et ceux et celles qui se disent c'est tellement serré, une seule voix qu'on devrait recommencer le vote, qu'est-ce qu'on répond? Parce que lorsqu'on entendait que ça peut faire une différence, est-ce qu'une différence si mince peut justifier de recommencer tout ça? Moi, honnêtement, techniquement, s'il n'y a pas d'irrégularité, ben un vote un vote d'avance, c'est un vote d'avance. Je veux dire, si la démocratie compte, ben ça veut dire nécessairement que le vote de chacun doit être considéré. Ce qui est problématique ici, Frédéric, à mon avis, c'est pas le fait que ce soit seulement un vote qui a séparé les 2 candidats. Ce qui est problématique, c'est les irrégularités. Et là, je mets des guillemets parce qu'on connaît pas encore l'ampleur de celle-ci. Post Canada m'a retourné mon truc, c'est pas clair. Est-ce que tout ça est prouvé? Peut-être que oui, peut-être que tout ça pourrait se démontrer aisément. Peut-être aussi que ça fait partie de, une organisation qui dit à ses militants, peux-tu dire tel truc? En d'autres termes, on doit évaluer la fiabilité de ces preuves-là quant aux irrégularités avant de redonner une prochaine élection. Là, parce que là, on se dit, un vote de différence, voyons donc, c'est trop serré. OK, mais s'il y en avait 8, est-ce qu'on... Faut pas oublier que ça coûte très cher, déjà, à la base, d'organiser une organisation partielle, beaucoup plus cher qu'une élection générale, là, parce qu'il n'y a pas les économies d'échelle. Et puis pour le reste, oui, c'est juste une voix, mais les gens ont fait leur choix comme tel. Mais cela dit, je le répète, s'il y a des irrégularités qui sont considérées comme sérieuses, là, c'est une autre histoire. Bon, rendons-nous à Ottawa. Hier, le premier ministre Mark Carney et la gouverneure générale ont procédé à la nomination du Conseil des ministres et d'autres nominations aussi à des postes de secrétaire d'État. Ils sont près d'une dizaine. C'est quoi le rôle précis, la responsabilité et les réels pouvoirs des secrétaires d'État? Alors, tu vois, c'est né à l'époque de Jean Chrétien, qui était premier ministre du Canada, on s'en souvient, là, à compter de 93. Chrétien avait eu, beaucoup de candidatures intéressantes. Plusieurs ont été élus en 93 et suivants. Il a gagné quand même 3 majorités de suite. Et Chrétien, qui était une espèce de... il aimait beaucoup plus la politique que le politique. Les espèces de stratégies pour faire plaisir à un puis à l'autre, puis essayer de passer entre les cracks. Ça, Chrétien, disons, était assez excellent là-dedans pour le meilleur et pour le pire. Et c'est lui qui a créé le poste de secrétaire d'État parce qu'il s'est dit, j'ai beaucoup trop de candidats que je veux récompenser pour le nombre de postes de ministres disponibles. Alors,
je crée la fonction de secrétaire d'État qui viendra appuyer un ministre en particulier. Par exemple, vous avez un ministre de l'Éducation fédérale, un ministre de la Santé au fédéral, vous avez un secrétaire d'État à la santé. Qu'est-ce que fait le secrétaire d'État à la santé? C'est un peu comme un gardien de but numéro 2, disons ça comme ça, dans la Ligue nationale. Il est là pour appuyer quand on a besoin de lui. Quand le ministre, par exemple, part un peu partout au Canada, ce sera lui qui répondra aux questions en bonne et due forme pour le ministre. Il y a aussi le job de secrétaire parlementaire à cet effet-là, mais secrétaire d'État, ça reste aussi. Il viendra assister aux réunions du cabinet. Ce sont des réunions ultra importantes, c'est là que ça se décide essentiellement quand, par exemple, on traitera de sujets propres à la santé. Par contre, un secrétaire d'État, c'est moins prestigieux qu'un ministre, c'est comme une espèce de mini-ministre en quelque sorte. Il gagne 75 de la paye du ministre, qui n'est pas mauvais non plus, et il ne pourra pas, contrairement au ministre, déposer des projets de loi. Donc, en d'autres termes, c'est symbolique, mais en même temps, c'est un rôle d'appui avec des pouvoirs limités, disons ça comme ça. Est-ce que c'est un cadeau? C'est clairement un cadeau. Oui, honnêtement. Parce que, et tu vois, Carney, on le voit très bien, hein? Il voulait avoir un plus petit cabinet que celui de Trudeau, qui n'est pas difficile. Est-ce que c'est le cas, finalement? Je me demande, parce que oui, peut-être en termes de ministres, mais est-ce que finalement, si on a 28 ministres et 10 secrétaires d'État, est-ce qu'au final, on se retrouve à du pari au même? Ben, tu vois, tu as flairé l'arnaque, parce que on peut dire, j'ai seulement 28 ministres, je comprends bien, mais tu as 10 mini-ministres qui gagnent peut-être pas autant d'argent, mais qui, au final, va dire un secrétaire d'État qui n'est pas ministre, tu vas voir ce qu'il va te répondre. Oui. Dans sa tête, il l'est très clairement, puis il va mettre ça sur son CV jusqu'au restant de ses jours, parce que, c'est la consécration ultime. Donc, voilà, c'est ça, c'est pour dire que c'est toujours le genre de petite stratégie à la Chrétien. Par la suite, Paul Martin avait mis ça sur la glace, mais Stephen Harper avait renoué avec le concept, parce que faut pas oublier, hein, quand tu es chef de parti, premier ministre, tu vas avoir un caucus qui t'est loyal, qui est derrière toi, tu vas avoir des députés heureux qui t'appuient. Pour ça, faut que tu t'arranges pour faire des heureux, même si le bien commun n'est pas nécessairement servi par le choix que tu prendras. Parce que là, on les appelle secrétaires d'État. Est-ce que ça ressemble aux ministres d'État ou encore aux ministres délégués comme on a eu ici au Québec? Absolument. Un ministre délégué, techniquement, puis là, il y a souvent des variantes, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le premier ministre, dans notre système parlementaire de Westminster, a absolument tous les pouvoirs. Hein. Il peut créer des ministères qu'il souhaite, il peut appeler ça comme il veut, il peut faire absolument ce qu'il veut, et je suis très sérieux là-dedans. On avait même nommé André Boisclair ministre de l'eau. Là. Tu sais, ça te donne une idée, là. C'est eau chaude, eau froide, tout ce que tu veux. On est capable de désigner le poste du ministère que l'on souhaitera bien. Et le ministre délégué, ici, techniquement, est un ministre sans portefeuille. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, oui, je suis ministre, mais j'ai pas vraiment de budget. J'appuie le ministre en charge essentiellement. Donc, ça revient un petit peu à la question du mini-ministre, même s'il ne faut pas leur dire parce qu'ils seraient nécessairement très insultés. Et la question la plus importante dans tout ça, c'est qu'ils ont une limousine. Les secrétaires d'État, ça, c'est au choix du premier ministre. On verra bien, encore une fois, ce qu'il décidera de faire avec tout ça. Techniquement, la réponse devrait être non, parce qu'ils ne sont pas de vrais ministres. Mais encore là, si tu décides de vouloir faire plaisir à un et à l'autre, peut-être que tu pourrais être tenté de débloquer un petit budget supplémentaire. Bon, quelqu'un qui a une limousine, j'en suis certain, et même un avion flambant neuf, c'est Donald Trump. Mais on va décortiquer ce matin les nombreux décrets signés par le président depuis son entrée en poste pour son deuxième mandat. Tu voulais nous parler ce matin d'un décret qui pourrait, qui modifie le champ d'action de l'armée américaine au niveau local et régional. Écoute, ça, c'est très grave. C'est passé ni plus ni moins en catimini parce que, c'est un peu technique, puis les gens ont d'autres choses à faire. Mais tu sais que c'est en 1878, aux États-Unis, on a adopté une loi pour empêcher l'armée de pouvoir opérer d'un point de vue local, d'un point de vue régional. Hein? On a dit, l'armée, nous, aux États-Unis, on veut pas que l'armée se déploie dans les rues. On veut pas que l'armée fasse le job des policiers, se mette à arrêter des gens. On veut pas que l'armée donne l'impression qu'on est un État, justement, une dictature militaire, puis qu'elle peut faire absolument n'importe quoi. Alors, l'armée, vous ferez ce qu'on vous dit quand on vous le dit. Par exemple, à l'étranger, ça va de soi. S'il y a des catastrophes naturelles, évidemment, puis s'il y a des trucs très, 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 très graves aux États-Unis, à l'intérieur même, on verra. Mais vous n'avez pas ce pouvoir-là d'intervenir. Or, Donald a fait adopter un décret
excessivement sérieux et je te dirais excessivement grave pour la démocratie et l'État de droit. C'est un décret qui contredit cette même loi en question et qui dépêche donc, tu l'auras compris, l'armée d'un point de vue local pour suppléer aux autorités policières. Ce qui veut dire que depuis le décret, qui est d'ailleurs, je le répète, contradictoire avec la loi, donc en théorie, le décret est invalide, mais pour ça, ça prendra un contrôle judiciaire, puis là, quand ça sera rendu, on verra bien. Mais toujours pour ça pour dire que dans l'intervalle, l'armée peut se promener dans les rues et faire le job de policier. Vous arrêtez, bon, tout ce que vous voulez. Et là, vous pouvez voir d'ailleurs sur le web, en tout cas pour ceux que ça intéresse, j'ai fait des petites capsules là-dessus où je la montre, la vidéo en question. Il y a des maires, un maire, en fait, dans le New Jersey, qui s'est fait arrêter, justement, comme ça, sur le fly, en vertu, dans ce cas-ci, c'était pour le ICE, mais en vertu de ce décret-là, où on peut tasser les policiers, on peut arrêter des élus, on peut arrêter des fonctionnaires. Et là, maintenant, l'armée a le pouvoir en question de faire exactement ce que je viens de te raconter là. Là, tu vas me dire, OK, mais ça sert à quoi comme tel? Je te dirais qu'on n'a pas besoin d'être si futé que ça pour arriver à la conclusion suivante. Ça existe pour une chose, c'est que Donald craint une forme de rébellion éventuellement, une forme de guerre civile. Il y en a plusieurs qui en parlent parce qu'il va y avoir des révoltes, c'est déjà commencé. Et là, on se dit, moi, je ne peux pas faire confiance aux policiers locaux dans les États démocrates, dans les villes démocrates. Alors, je vais envoyer mon armée. Elle pourra faire ce qu'elle a à faire, même arrêter, je le répète, des maires, donc des élus. Ils ont essayé d'arrêter une femme du Congrès américain en plus de ça. Donc, voilà, c'est une espèce de contrôle absolu qui confirme encore une fois l'avancement des États-Unis vers ce qu'on pourrait appeler un régime fascisant. Et pendant ce temps, il pavane aux Arabes, dans les pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Donc, écoute, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a une photo qui circule, puis on me dit que ça vient de Fox News, puis là, FP, si je ne me trompe pas, allez voir ça, c'est un food truck de McDonald's qui serait là pour servir Donald. Et l'Arabie Saoudite a fait venir le food truck de McDo pour pouvoir bourrer la face de Donald pendant son séjour là-bas. Puis en échange, par ailleurs, on lui a donné un avion, 400 millions, mais Donald dit, il n'y a pas de problème avec ça, pourquoi vous êtes jaloux d'eux? Habituellement, quand tu donnes un avion de 400 millions à quelqu'un, j'imagine que tu t'attends à quelque chose en retour, mais ça, c'est peut-être moi qui est naïf. Il poursuit son voyage au Qatar aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Frédéric Bérard. On se reparle bientôt. À bientôt. Bye-bye.